Elles étaient 45, ces entreprises publiques du portefeuille de l'État qui ont été transformées au terme des décrets promulgués en date du 24 avril 2009. Selon le cas, les unes ont pris le statut des sociétés commerciales, d'autres sont devenues des établissements publics et d'autres encore sont passées au service public. Parmi les 45 entreprises, 20 du secteur marchand ont été qualifiées comme sociétés commerciales. Ces entreprises publiques qui étaient caractérisées dans leur fonctionnement par une insuffisance managériale et un manque de performance financière, économique et sociale nécessitaient des ressources importantes que l'État ne pouvait leur assurer. Leur manque de rentabilité entraînait ainsi une charge supplémentaire pour les finances publiques. Une vingtaine d'entreprises du portefeuille de l'État, plus précisément celles du secteur marchand, ont donc été transformées en sociétés commerciales. Une réforme pour quel résultat 7 ans après? Al Kitenge, stratège et analyste économique, Adrien Omumbo Omana, président du Conseil supérieur du portefeuille, nous aide à répondre à cette question. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Économia. Bonjour Monsieur Al. Madame, bonjour. Nous vous recevons aujourd'hui dans le cadre de cette émission Économia. Nous aimerions savoir qui est Monsieur Al. Mon nom est Al Kitenge, comme vous avez dit. Je suis stratège et analyste économique. Je suis en fait un chef d'entreprise en série. Voilà ce que je fais de ma vie. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce que les réformes des entreprises étatiques ont pu donner de 2009 à aujourd'hui, puisque les réformes ont été faites en cette année-là, 2009. Il y a des entreprises qui avaient été transformées en entreprises commerciales. Nous parlerons exactement de ces entreprises commerciales. Pouvez-vous nous dire ce que ces transformations ont pu donner jusqu'à aujourd'hui? Je vous remercie, madame. Votre question est belle, mais la réponse est plate. C'était du gaspillage de beaucoup d'argent, de beaucoup de millions, près d'1 milliard de dollars, mais pour zéro résultat. Mais je pense que c'était prévisible. Aujourd'hui, il y a deux acteurs fondamentaux qui doivent absolument boire la coupe. Le premier acteur, c'est l'État lui-même, et le deuxième acteur, c'est le COPIREP. Ils doivent tirer avec courage le résultat qui est là en face de nous. C'est qu'aucune société n'a été transformée réellement et aucune n'a été mise sur le train d'une quelconque avancée. Lorsque vous regardez la cinquantaine d'entreprises publiques, très malheureusement, encore une fois, aujourd'hui, il n'y en a pas une seule qui montre un bilan normal, qui montre des raisons de pouvoir espérer, et c'est dramatique. Cela ressemble beaucoup à un certain nombre de projets qui ont été financés largement grâce à des mécanismes spécifiques, parce qu'on pensait qu'ils donneraient des résultats, en dehors d'un État organisé, ambitieux et fort. Et la Banque mondiale devrait en tirer des leçons et en assumer une partie de la responsabilité. Vous savez, lorsque vous décidez de prendre un certain nombre de mesures, vous devez faire une matrice de déroulement en disant chaque point, chaque mesure que l'on prend, quelles sont les actions que nous prenons pour que nous puissions convertir la volonté en action. Après, vous avez une application en disant en combien de temps nous désirons avoir les résultats, mais quels sont les résultats que nous désirons avoir en chiffres. Mais aussi une chose extrêmement importante, de quoi avons-nous besoin? Quelles sont les ressources dont on a besoin pour être en mesure d'obtenir? Après, vous mettez en place un leadership. Pour chaque point, vous donnez une figure, quelqu'un qui doit en répondre. Vous avez parlé de COPIREP, mais le ministère du portefeuille en soi, quel rôle a-t-il eu à jouer dans ces transformations? Tout à l'heure, je disais, il y a deux grands acteurs qui doivent boire la coupe de l'échec. C'était l'État et le COPIREP. Okay. L'État lui-même, parce que, de par ce ministère du portefeuille, le ministère de la gestion des participations, comme on l'appelle sous d'autres cieux, il n'y a pas eu d'innovation. Pourtant, il y avait des choses faisables, avec ou sans financement de la Banque mondiale. À l'époque, certaines propositions ont été faites. Moi, j'ai fait des propositions quant à l'ouverture d'une bourse des entreprises où le gouvernement verserait la cinquantaine d'entreprises et appellerait de manière tout à fait libre et transparente des investisseurs. On ne m'a pas écouté,
Aujourd'hui, on a fait le schéma classique en pensant qu'on pouvait stabiliser et redresser les entreprises avant de les soumettre à un quelconque appel des capitaux. Je ne crois pas que ce soit l'intention de l'État. L'État a encore besoin, ou sent encore la nature, le besoin de garder ces fleurons sous son contrôle parce que finalement, c'est des outils politiques. Autant on devient ministre, autant on devient député, autant on devient chef d'entreprise. Le drame, c'est que malheureusement, on ne peut pas devenir chef d'entreprise parce qu'on veut devenir chef d'entreprise ou parce qu'on voudrait que vous deveniez chef d'entreprise. Il y a un certain nombre de préalables fondamentaux qui constituent les compétences nécessaires pour être en mesure de gérer une entreprise. Le besoin d'une entreprise, essentiellement commerciale, c'est de générer du profit, être en mesure de payer les taxes et rémunérer les actionnaires. Très malheureusement, chez nous, nous jouons avec ce qui nous reste et c'est dangereux. Oui, c'est vrai qu'une entreprise commerciale doit générer les recettes, mais avant d'en arriver là, vous avez dit qu'il fallait y mettre des moyens, mais concrètement, qu'est-ce que l'État aurait dû faire pour arriver quand même à un bon résultat? Qu'est-ce qui a été fait et qu'est-ce qui n'a pas été fait? Il y a d'abord une information qu'il faut que je vous donne. À l'époque où on décide de la réforme de ces entreprises, même dans leur transformation, la première étape était d'identifier ce qu'elles valaient, donc un état comptable. Toutes les entreprises de l'État que vous connaissez n'avaient pas des bilans financiers en bonne et due forme. Il y en a beaucoup qui ont été incapables d'établir leur bilan de démarrage, et pendant plusieurs années, simplement parce qu'on l'a fait de la mauvaise manière, en indiquant de mauvaises personnes. Même quand ils ont dit qu'ils voulaient faire un concours pour sélectionner les meilleurs d'entre nous pour gérer les entreprises, on a de toute façon, à la fin, mis des politiciens ou des gens à coloration politique. Le drame est qu'aujourd'hui, le résultat est celui que l'on a. À partir du moment où vous n'avez pas un point de départ connu, il est difficile de faire appel à des capitaux. Bien, qu'à cela ne tienne, je pense que ce qu'il devrait faire, ce que l'État devait faire, c'est de constater que la grande partie de ces entreprises étaient en faillite. Alors, en ce moment-là, il était tout de suite, à mon avis, important de pouvoir déclarer ces faillites, mais faire créer de nouvelles sociétés sur base du restant de ces anciennes sociétés, ou sur le patrimoine, ou sur le potentiel commercial. En ce moment-là, éventuellement, on aurait eu des entreprises réelles, on aurait eu la capacité d'attirer de manière spécifique, entreprise par entreprise, des partenaires avec lesquels on pourrait travailler. À mon avis, le désengagement, même partiel, aurait été la solution. Pensez-vous aujourd'hui que le besoin d'une deuxième réforme se fait sentir? Pourquoi vous appelez ça une réforme? Moi, je pense simplement qu'il faut inventer une solution innovante. Au jour d'aujourd'hui, il faut aller de manière sèche sur toutes ces entreprises dont on sait qu'elles n'apportent pas grand-chose, ni à l'économie nationale, ni à ses employés, ni à l'État propriétaire. Il faut recréer de nouvelles sociétés sur base de ces cendres. Il faut avoir le courage de tuer ou d'enterrer les entreprises qui sont mortes. Je crois simplement qu'on a eu la mauvaise idée d'enterrer LAC, qui n'était pas nécessairement la plus mauvaise des entreprises, mais il y en a bien d'autres. Il faut prendre des décisions courageuses. Ce qu'il y a de bien avec l'économie, c'est qu'elle a des règles extrêmement insolentes. Ça passe ou ça casse. Et au jour d'aujourd'hui, la plupart des entreprises que nous avons ne payent même pas les taxes de base. Et à partir de ce moment-là, regardez le GEFREM, regardez l'ONATRA, regardez bien d'autres entreprises. Tant qu'on ne prend pas la question au sérieux et qu'on ne respecte pas les règles, il sera très difficile d'avancer. Oui, ces entreprises se trouvent être aussi soumises à des problèmes sérieux par rapport aux charges à l'interne. Quand on voit d'abord, on prend le cas de la SCTP, l'ONATRA, on sent que la charge du personnel est assez costaud par rapport aux revenus. Mais quelle solution est-ce qu'on peut aujourd'hui prendre pour remédier à ce problème-là? Est-ce que la question de la retraite ne se pointe pas, par exemple? La question spécifique de la retraite est une question extrêmement simple. Ils ont une charge mensuelle d'à peu près $1 million pour payer les retraités non retraités, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas été effectivement désintéressés, et ils ont besoin de $10 millions pour les payer en entier et les faire partir. N'importe quel gestionnaire moyen devrait être en mesure de structurer une solution pour les faire partir. Ça, c'est une première des choses. La deuxième des choses, c'est que la SCTP, c'est quand même une société avec une dizaine, une quinzaine de métiers de base. De mon point de vue, on ne peut pas faire une restructuration globalisante, il faut faire une restructuration par métier. À mon avis, la SCTP devrait donner naissance à une dizaine de centres de profit avec spécialité.
Mon point de vue, c'est que le chantier naval devrait être en lui-même une entreprise. Les ports devraient être une entreprise. Le chemin de fer, une autre entreprise. Si on ne veut pas en faire des entreprises, on en fait des centres de profit à l'intérieur d'un grand groupe. C'est la seule manière de pouvoir faire travailler tout le monde, pour faire contribuer tout le monde aux recettes et être en mesure de les partager. Aujourd'hui, la SCTP se repose sur des recettes du port de Matadi. Bien entendu, on doit payer tout le monde avec les recettes d'une petite partie des gens qui travaillent. C'est extrêmement frustrant. Et à la limite, ce n'est pas soutenable. Et tout le monde se rend bien compte que les résultats sont ceux que nous avons aujourd'hui. Dans le cheminement de la réforme, il y a eu une partie, ou disons, l'étape très importante qui consistait à redonner une vie à ces sociétés, à faire aimer ces sociétés par ceux qui peuvent venir investir. C'est ça qu'on a appelé l'assainissement. Il fallait les assainir. Vous allez trouver une entreprise dans laquelle le chiffre d'affaires, son chiffre d'affaires est consommé presque à 100%, 90% par le paiement des charges du personnel. Non en jargon financier, lorsque vous comparez la valeur ajoutée qui est dégagée par l'entreprise, vous l'approchez aux charges du personnel, ça vous donne l'excédent brut d'exploitation. Et beaucoup de nos entreprises aujourd'hui, ce n'est pas la situation qui est créée, la situation qui a été créée parce qu'ils étaient des entreprises publiques. Dans le temps, cette situation fait qu'on ne trouve pas d'entreprise qui dégage un excédent brut d'exploitation capable de pouvoir assurer le fonctionnement et le développement de ces entreprises. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les conditions d'exploitation étaient complètement biaisées. On a vu à un certain moment des animateurs qui étaient tous déversés dans certaines entreprises pour devenir des salariés. On pouvait voir des entreprises pour lesquelles on pouvait lui dire d'implanter un succursale, une agence à gauche ou à droite parce qu'il fallait faire plaisir aux gens qui y habitent. C'est ça qu'on appelle les conditions internes d'exploitation. Il fallait commencer par y travailler et c'est le travail que nous sommes en train de faire ici au portefeuille. Essayer de redonner une image de marque à certaines entreprises pour qu'elles soient à mesure d'attirer les gens qui viennent avec de financements qui vont leur permettre de procéder à des investissements nécessaires pour leur revitalisation et leur permettre d'être compétitifs sur le marché qui est devenu international. Vous avez parlé de la SCTP, mais il y a la Cohydro qui a des sérieux problèmes aussi. La Cohydro n'arrive pas à prendre de l'envol. C'est quoi le problème? La Cohydro a deux métiers. Le premier métier, c'est la distribution des produits finis avec des stations. Et ça, la Cohydro est en concurrence avec toutes les autres sociétés qui, elles, marchent bien. Il faut se poser la question de savoir pourquoi la Cohydro ne marche pas bien. Par contre, la Cohydro a également une partie de ses activités dans l'exploration, exploitation et donc dans la participation dans les entreprises pétrolières qui viennent chez nous. Figurez-vous, la Cohydro fait partie de la structure de prix. Ils reçoivent une manne, j'ai envie de l'appeler pétrolière, une manne commerciale et financière chaque mois. Mais si cette société n'arrive pas à avancer, c'est qu'il y a un problème de planification et d'ambition et de discipline de gestion. Elle ressemble malheureusement à toutes les autres sociétés de l'État. Manque de gestion efficace, manque de discipline et bien entendu, ils arrivent dans une situation de cessation de paiement. Quand vous allez vérifier de près, c'est des questions de gestion et c'est des questions de rigueur. Monsieur Hall, le Congo souffre d'un mal assez profond, la question de la corruption, la question de la fraude fiscale et douanière. Comment pensez-vous que l'État congolais peut s'y prendre pour combattre ce mal? On ne combat pas un mal quand on ne le connaît pas. Moi, j'ai appelé ça de manière simple l'indiscipline. Le Congolais est généralement indiscipliné. Je vais vous donner une illustration. Regardez la route. Regardez comment nous partageons la route. Regardez comment nous nous conduisons sur la route. Et si vous allez dans les autres secteurs, vous êtes exactement dans la même situation. Maintenant, votre question, c'est de savoir, est-ce que nous pouvons nous en sortir? La réponse est véritablement oui. Il faut d'abord décider d'en sortir. Parce que si malheureusement la fraude douanière elle est faite par nos
nos vaillants militaires et les plus gradés, vous ferez ce que vous voudrez, vous n'aurez pas de résultat. Si malheureusement la fraude fiscale est faite par nos politiciens, vous ferez ce que vous voudrez, vous n'aurez pas de résultat. Et donc à un moment donné, il faudrait qu'en tant que communauté, nous décidions de quelles sont les valeurs chez nous et où nous désirons aller ensemble. Chaque fois que j'en parle, je le dis de manière assez claire, et lorsque j'en parle avec mes amis qui sont assez proches de la gestion du pays, je leur dis toujours une chose. On a fait ensemble beaucoup trop de bêtises. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on fasse ce qu'on appelle une amnistie. En disant, oublions le passé, parce que tel a été le pays, nous avons tous été, d'une manière générale, indisciplinés. Oui, et nous avons détruit la République. Arrêtons-nous un jour et trouvons un plan pour dire comment nous nous conduisons désormais. Un pays ne peut pas fonctionner sans un code de conduite. Lorsque vous parlez des questions de corruption, de fraude, c'est des questions de conduite. Aujourd'hui, si on punissait les gens, si on arrêtait les gens, mais pour qu'on soit en mesure de punir et d'arrêter, il faut être exemplaire. Il faudrait que l'exemplarité soit érigée en termes de priorité nationale. Et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Quelqu'un fait des bêtises, y compris dans la gestion publique, devant tout le monde. C'est un peu que nous l'acclamons. Déjà, nous les Quinois, on est très bien dans ce genre de choses. On l'appelle président. Parce que simplement, il a détourné de l'argent, qu'il a acheté une belle maison, il a acheté une grande voiture. Même dans la psychologie des gens, ce n'est plus un problème. Je pense qu'il y a un problème de réinvention de la communauté. Et je pense, encore une fois, que la discipline est le facteur de base. Même en sport, en musique, en entreprise, en gestion publique, sans discipline, il n'y a pas grand-chose pour le faire. Et d'ailleurs, ceux qui connaissent bien la question de la discipline, ce sont les militaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'État congolais peut se dire qu'elle peut compter sur ces entreprises qui sont là pour lui ramener les recettes, alors qu'en réalité, aujourd'hui, on peut dire que ces entreprises-là sont budgétivores? Ce ne sont pas des entreprises, pour être franc avec vous, parce qu'elles ne respectent aucune règle. Une entreprise, c'est un bilan de départ, c'est des opérations commerciales en bonne et due forme, c'est le paiement des impôts et des taxes, et un bilan à la fin de l'année avec une rémunération des associés, le cas échéant. Lorsque vous regardez la plupart de nos entreprises, elles ont toutes un conseil d'administration hyper politisé. Au niveau de la gestion, on met les plus militants dans les activités politiques. Ça veut dire qu'en fait, même dans l'esprit même de l'État, l'intention n'est pas de rendre ces entités rentables. Parce que si tel était le cas, en tout cas, il y a un certain nombre de dispositions qu'on aurait pu prendre. Les premières étant de pouvoir sanctionner un certain nombre de dirigeants qui sont ostentatoires et qui sont simplement indisciplinés au vu et au su de tout le monde. Il y a des cas qui font scandale dans la ville, mais rien que ça aurait pu être le premier indicateur que l'État veut faire de ces entités des entités sérieuses et productrices de richesses. Le drame là-dedans, c'est que les participations de l'État dans les entreprises, y compris dans les entreprises mixtes, sont entre les mains inexpertes. Toutes les entreprises d'économie mixte, nous n'avons aucun contrôle, nous n'avons aucune rentabilité, nous ne recevons absolument rien. Pourtant, les partenaires s'en sortent plutôt très bien. L'État, en fait, n'y accorde aucune importance. Mais je reviens sur les entreprises qui sont les entreprises de l'État, aussi bien dans le secteur marchand en général que dans le secteur minier en particulier. Regardez la manière dont l'État s'est désintéressé de ces atouts majeurs du secteur minier. Aujourd'hui, l'État est marginal dans le secteur de l'exploitation minière. C'est bien dommage, mais c'est des choix que nous portons. C'est aussi le prix à payer lorsque nous installons l'indiscipline au cœur de notre propre gestion. Et moi, je dis toujours quelque chose de très simple. On agit avec ce qu'on a. On a deux leviers dans ce pays. Le premier levier, c'est, j'ai envie de dire, la faveur démographique. Le levier démographique. Nous sommes très nombreux et donc le marché intérieur est une véritable opportunité de développement. Mais on a une petite faute là-dessus, c'est que 80% de notre population vit en milieu rural et très déconnectée de l'économie nationale. Donc, mon point de vue, il faut bâtir l'économie nationale. Le deuxième levier, il est international et géopolitique. C'est les ressources hydroélectriques que nous avons dans ce pays. Nous avons 106 000 MW de potentiel hydroélectrique dont nous exploitons moins de 4 000. C'est une honte et c'est une irresponsabilité vis-à-vis des gens qui dépendent de nous pour progresser. Nous avons à un seul site 40 à 44 000 MW, c'est Inga, dont nous exploitons 1500, 1600 MW. C'est complètement ridicule. Je pense que à force de ne pas faire ce que nous devrions faire pour nous développer et développer ceux qui dépendent de nous, nous nous retrouvons dans la situation d'instabilité que nous avons aujourd'hui et personne n'a pitié de nous. Par contre, les gens nous détestent parce que nous sommes la raison pour laquelle ils s'affaissent.
Mon point de vue, c'est que nous devrions internationaliser la question du développement de Inga et de la production d'hydroélectricité dans ce pays. Pourquoi je le dis? Parce que le défi n'est pas de produire l'électricité, c'est de la distribuer pour qu'elle donne du progrès. Ça veut dire qu'il y a deux grands projets. Le premier, c'est celui du réseau national interconnecté, connecté au réseau international. Le deuxième, c'est celui de la production effective des infrastructures nécessaires pour être en mesure de produire l'électricité. Mon point de vue, c'est que si nous travaillons sur l'économie nationale et vient cette question de la diversification de l'économie, nous allons être en mesure de produire des biens, et parce que nous avons des consommateurs, mais vous savez, pour que les consommateurs soient en mesure d'acquérir des biens, il faut leur donner le pouvoir d'achat. Il y a une faute majeure, et elle appartient au FMI qui nous a conseillé, elle nous appartient parce que nous avons décidé. C'est de penser qu'on peut garder des fonctionnaires avec un salaire faible. Un fonctionnaire avec un salaire faible, c'est un fonctionnaire incompétent, désintéressé et qui ne peut pas se donner et qui n'a absolument rien à perdre. Alors, tout d'un coup, il crée une boutique dans ce qu'il est en train de faire. Donc, il monnaie les services de l'État et il n'a absolument rien à perdre. Capitaux. Absolu. Alors, ce que je dis, c'est que nous devrions être en mesure de nous rendre compte que la pauvreté engendre la pauvreté. Et si vous désirez engager et retenir des gens de qualité, il faut les payer correctement. Le premier qui devrait se battre pour remonter le niveau de pouvoir d'achat, c'est l'État. Deuxième chose, l'État doit se battre pour couvrir l'étendue nationale. On a près de 1,5 million de fonctionnaires et agents de l'État. Nous devrions en avoir 6 pour être en mesure de couvrir toute l'étendue et donner du service public de proximité aux citoyens. Et donc, aujourd'hui, on a une opportunité majeure. C'est celle de la décentralisation et du découpage. Ce qu'on doit pouvoir faire, c'est d'engendrer une compétition de créativité et d'efficacité au niveau des gouverneurs pour pouvoir les pousser à travailler d'une manière efficiente, être en mesure de produire des richesses et remonter le niveau déjà au niveau des provinces et les faire connecter aux autres provinces pour créer le marché national. Et mon point de vue, c'est que si nous y travaillons de manière coordonnée, nous pouvons aller très vite. Il y a deux choses importantes. La première, c'est la possibilité d'inséminer le capital humain de qualité aux endroits où il n'y en a pas. Il y a un certain nombre de pistes qui sont prenables. Mais la deuxième, c'est les capitaux. Aujourd'hui, on n'a pas le choix, on doit emprunter. Mais emprunter n'est pas un problème, tous les pays du monde empruntent. Le tout, c'est pour faire quoi et comment nous faisons pour être en mesure d'être rentables et rembourser à temps. À mon avis, c'est une question de solidarité transgénérationnelle. Il faut s'occuper du développement du capital humain, c'est-à-dire la santé et l'éducation, mais ça demande beaucoup d'argent. Il faut emprunter cet argent, investir dans ces personnes, et demain, ces personnes de bonne qualité et compétitives vont être en mesure de rembourser. Mais ça, c'est un contrat social, il faut le prendre, il faut nous parler entre nous, il faut nous entendre sur comment on le fait, pour que quand on emprunte cet argent, ils ne prennent pas le circuit des poches des individus, et qu'il aille dans le développement humain et dans le développement du capital humain. Je l'ai dit dernièrement dans une réunion avec la Banque mondiale, on a besoin de 15 ans pour bondir. 15 ans pour créer une nouvelle génération des gens compétitifs, des personnes compétitives, capables de pouvoir générer une nouvelle qualité de productivité. Et dans l'entretemps, en attendant ces 15 ans, c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut emprunter beaucoup d'argent pour être en mesure de former le personnel et se donner un certain nombre d'infrastructures. Mais nous devons nous mettre dans un état de compétitivité. Vous savez, on a deux choix. Soit on se décide de poser des actes stratégiques, et c'est ce que je suis en train de vous dire, soit on gère les affaires courantes, et dans 10 ans, nous serons exactement dans la situation où nous sommes aujourd'hui, et le monde aura évolué. Et nous serons largement en retard. Et nous serons très faibles. Et l'Angola va marcher sur nous. Et le Rwanda va marcher sur nous. Et la Tanzanie va marcher. Tous les pays limitrophes vont devoir marcher sur nous. Simplement parce que nous n'avons pas pris notre orientation stratégique. L'État congolais a des sérieux problèmes économiques aujourd'hui. En tant qu'analyste économique, si vous étiez demandé de donner des pistes de solutions en ce qui concerne ces entreprises commerciales, que direz-vous à l'État congolais? Ouvrir le capital, mais aussi diviser les entreprises. Je donne un exemple. La RVA a une 50aine d'aéroports. Dans tous les pays du monde, chaque aéroport est une entreprise à part. Il ne sert absolument à rien d'avoir une 50aine d'aéroports sous la gestion de la RVA. Et la RVA n'est productive que sur 2 aéroports et il doit prendre en charge les autres. Et je pense simplement qu'il faut les séparer et là où c'est nécessaire, aller en partenariat. Les grands aéroports internationaux sont généralement privés ou mixtes. Et donc, il faut attirer des capitaux pour être en mesure de remonter le standard, mais également créer l'activité. Vous savez, un aéroport, juste une infrastructure d'accueil, il faut créer l'activité derrière. Et si vous donnez ce genre d'entité à des privés, éventuellement, qu'ils vont créer l'activité qui vient derrière, avec un peu plus
de courage, un peu plus d'ambition, beaucoup plus d'innovation. Et donc mon point de vue aujourd'hui, c'est que l'État est dans une situation où il doit constater son échec et son incapacité à pouvoir donner une chance à ces entreprises. L'ouverture du capital s'avère extrêmement nécessaire. On a tenté de l'éviter pendant très longtemps pour deux bonnes raisons. La première, c'est que l'État pensait qu'il pouvait remonter le niveau pour être en mesure de tirer un peu plus, mais aujourd'hui on se rend compte que ça ne donne pas de résultat. Le deuxième, ce sont les employés des entreprises et les syndicats qui prennent l'État en otage. C'est complètement inacceptable. Moi, je dis tout le temps la même chose, 100% de zéro, c'est zéro. Aujourd'hui, les entreprises qui essayent de s'en sortir et qui ne s'en sortent pas, et 10 ans de suite, ne vont pas faire des miracles demain. Donc, mon point de vue, c'est que les employés devraient comprendre qu'ils ont intérêt à participer à une nouvelle dynamique, à un changement, à une mobilité dans la façon de concevoir l'avenir des entreprises. C'est de véritablement donner à ce pays un plan général de développement, un plan stratégique de développement, qui nous projette sur les 15 et les 20 prochaines années et duquel nous tirons un plan annuel qui reste cohérent. Aujourd'hui, le fait est que nous essayons de parer au plus pressé, nous agissons dans l'urgence, mais dans l'urgence, on ne peut pas bâtir. Il faut bâtir dans la planification. Ce qu'on n'a pas pu faire il y a 10 ans parce qu'il y avait des urgences, on continue à le faire aujourd'hui, mais si on l'avait fait il y a 10 ans, nous serions restés dans un plan logique. Donc à un moment donné, il faut tirer les leçons de l'histoire. Nous avons échoué parce que, comme on dit, si vous ne savez pas où vous allez, il faudrait quand même que vous sachiez d'où vous venez. Et donc aujourd'hui, on doit se rendre compte qu'il y a un impératif majeur, c'est de se décider de où nous voulons aller. On a quand même un certain nombre d'échéances qui sont devenues politiquement sensibles. 2030, 2035, 2050. Et ça revient dans le discours des autorités. À un moment donné, il faudrait qu'on s'arrête et qu'on se dise, en termes de critères de performance, où est-ce que nous désirons aller? Nous sommes un très beau pays, nous avons une grosse chance aujourd'hui de pouvoir nous réinventer. Mais si nous ne nous réinventons pas, on va nous atomiser. Et lorsqu'on parle de pays précaires, ce n'est pas un euphémisme. Lorsqu'on parle de l'atomisation de la République, ce n'est pas un jeu de mots, le risque est réel. Mais notre opportunité, c'est ce grand amour que vous observez le jour où les léopards jouent contre une équipe de football de n'importe quel pays. Ce pays est uni comme un, mais c'est la seule chose qui nous unit. Nous devrions avoir des valeurs pour nous unir au-delà du football, au-delà d'un certain nombre de réalités du pays. Et nous avons un destin commun. Plus nombreux nous sommes à pouvoir nous battre pour ce destin, plus solidaires nous sommes, mieux ce sera. Je donne toujours deux exemples simples. C'est que lorsque nous faisons des routes, nous devons nous rendre compte que les handicapés devront être en mesure de circuler. Si vous ne prenez pas en compte ces handicapés, vous les retrouvez en plein dans le boulevard. Deuxième chose, vous circulez dans la ville, il y a des fous dans tous les sens, il y a des mendiants aveugles dans tous les sens, mais nous passons tous comme si ça ne nous concernait pas. Mais ce genre de choses, cette indifférence que nous arrivons à atteindre est une folie furieuse et une folie sociale. Nous devrions être en mesure de nous poser la question de savoir quel est le sens de toutes ces choses que nous observons. En fait, en réalité, nous en sommes responsables. Merci beaucoup, M. Alkitenge. Travailler, produire, investir, trouver des solutions aujourd'hui pour le lendemain meilleur est donc la solution pour un Congo fort et prospère. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro d'Economia.